faut qu'on trouve un moyen de ramener ça. Je veux dire, de ramener au niveau de la presse, enfin au niveau du journalisme, mais au niveau des experts scientifiques, c'est de la même chose, des experts en général. C'est quoi un expert? Il faut qu'on ramène ça. Donc ça va être vraiment important de le ramener parce que sinon, c'est ça, tout le monde est un expert et tout le monde a de l'information. À quel point il faudrait s'inquiéter de la crise de désinformation actuelle? Moi, j'ai envie de te demander, est-ce qu'on peut être optimiste en ce moment? Alors, vous êtes à Les Connecteurs 3QR et on a le plaisir d'avoir Nathalie de Marcellus-Varin. Nathalie, je suis vraiment contente de t'avoir à Les Connecteurs 3QR, toi qui es aussi chroniqueuse pour notre média. Et puis là, comme chercheuse, comme professeure à l'université, présidente du Cyrano, c'est beaucoup de chapeaux, mais ça fait de toi la personne toute désignée, peut-être pour me faire un petit portrait que tu pourrais dresser sur à quel point il faudrait s'inquiéter de la crise de désinformation actuelle. Moi, j'ai envie de te demander, est-ce qu'on peut être optimiste en ce moment? Ça ressemble à quoi, là? C'est sûr qu'on a toujours eu, depuis longtemps, en fait, finalement, ces problématiques d'information. C'est pas nouveau, là, les rumeurs, les choses qui étaient écrites dans le journal. Ça allait beaucoup plus doucement à être parti à travers tout le monde. Mais aujourd'hui, avec ces nouveaux médias, cette nouvelle façon de divulguer l'information, mais ce qui est délicat aujourd'hui, en fait, c'est le fait que quand on va chercher de l'information, si on utilise par exemple les nouveaux générateurs d'informations, les ChatGPT et tout ce qui va avec, là en fait on a une nouvelle source d'information, mais en réalité on pense que c'est la vérité qui va sortir de là. Les gens ont peu connaissance d'où ça vient, comment c'est calculé. Moi je passe beaucoup de temps à expliquer à mes étudiants par exemple quand ils vont faire une recherche, puis on fait l'exercice. Je pose une question, ils font un prompt, j'en fais un, puis on voit le résultat. Mon prompt fait beaucoup de lignes. Je dis tout le temps, le mien fait 20 lignes. Pourquoi? Parce que je vais lui poser des questions, je vais être précise sur ce que je cherche, je vais vouloir que ce soit de l'information vérifiée, validée, qu'il y ait eu un processus de peer review, scientifique, une revue qui est connue. Je pose tellement de questions qu'à la fin, il va me sortir une information qui est la plus proche de quelque chose qui peut être vrai, on va dire, et il y a quand même des erreurs parfois. Alors que les étudiants vont poser une question beaucoup plus générale et ils vont avoir finalement le lien en fonction de ce qu'ils ont eu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec tous ces outils-là, finalement, on amplifie le risque d'avoir de la désinformation qui circule vite et pour beaucoup de monde, de façon très démocratique. Plusieurs éléments très intéressants dans ta réponse. Premièrement, littératie numérique, savoir bien utiliser l'IA, c'est aussi un art quelque part de bien maîtriser ces outils pour ne pas tomber dans le plagiat ou dans quelque chose de très générique, parce que plus le prompt est détaillé déjà, plus on arrive à avoir une réponse précise ou une réponse originale, quelque chose de plus travaillé que si on posait une question assez générique finalement, courte et tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Et le fait d'intégrer ça dans le milieu de l'éducation, dans les cours, avec tes étudiants, j'aime ça que tu l'assumes parce que ça fait pas... Il n'y a pas de consensus là-dessus en ce moment. Il y en a qui pensent qu'il faut bannir ça des écoles, par exemple, ou de l'université. Ils ne sont pas très chauds à l'idée. Je parle de professeurs, par exemple. Il y a des étudiants sûrement aussi qui se sentent pas bien dans tout ça parce qu'on n'a pas d'encadrement clair. Tout à fait. Mm-hmm. C'est compliqué. Mais moi, je me dis... Je veux dire, si dans le marché du travail, on va l'utiliser, il faut peut-être à un moment donné être cohérent dans ce qu'on enseigne aussi, puis se dire, en amont, on va commencer à voir quels pourraient être les biais, quelles pourraient être les problématiques, quel pourrait être le manque de littératie numérique. Fait que j'aime que tu l'assumes comme ça. Et ce qui est important, c'est d'abord, on discute des biais, justement, de la perception, selon la façon dont tu poses la question. Ouais. Ça développe ton esprit critique aussi sur la réponse. Est-ce que c'est réel? Les gens disent, on fantasme, c'est pas la bonne chose. Donc, se poser cette question-là, puis ça amène une démarche scientifique aussi. Tu fais une hypothèse, tu as un biais de confirmation. Si tu fais une fausse hypothèse, tu poses la question d'une façon, il va même confirmer ton hypothèse qui est fausse au départ. Donc, nous, ça nous ramène réellement à des bases, en fait, finalement, de la science, la question scientifique, comment tu la poses, les hypothèses que tu vas faire. Donc, on est vraiment là-dedans. Donc, quand tu parlais de littératie, c'est de l'éducation, vraiment, nous, qu'on va faire. Mais il faut absolument le faire à l'échelle beaucoup plus large aussi, parce que là, on le fait dans un contexte éducatif. Par contre, tout le monde va l'utiliser. Donc, on ne peut pas le dire non. Puis moi, je le vois, je passe dans mes classes, ils ont tous ChatGPT ouvert. C'est clair sur leur ordinateur. Ouais. Donc, moi, je préfère dire, OK, vous l'avez, c'est un outil, il vous aide, il augmente vos capacités, il va vous amener à faire certaines choses.
on va encadrer comment on l'utilise, mais surtout, quand vous allez être dans le marché du travail, ben, tu sais, je veux dire, l'information privée, l'information confidentielle, tu sais, si tu dis, ah ben, fais-moi un résumé d'un document, puis ce document, il est hautement confidentiel, il faut qu'il comprenne qu'il va se retrouver dans justement cet espace d'information qui va être utilisé pour d'autres recherches, d'autres personnes. Et ça, c'est encore quelque chose de difficile, donc à comprendre, en fait, pour la plupart des personnes. Et justement, il y a des outils comme DeepSeek, l'agent conversationnel chinois. Qui sont en train d'être, mettons, bannis. Bon, les fonctionnaires ne peuvent plus l'utiliser, des choses comme ça. Comment on fait pour choisir ces outils d'IA? C'est compliqué parce que il y a quelqu'un qui m'a parlé de Perplexity AI tantôt. C'est vrai que j'utilise aussi beaucoup parce que des recherches préliminaires avec les sources bien identifiées, c'est utile. Puis c'est un outil qui le fait, ça, mais attention, il faut vérifier quand même la source pour voir si l'outil l'a bien interprété. Ça, c'est des choses aussi... comment on fait là, pour je pense que déjà, dans les organisations, d'une façon générale, il faut qu'on ait une utilisation, une politique d'utilisation et qu'on en parle. Parce que la plupart du temps, c'est qu'on ne sait pas, ou on l'interdit, puis il se passe des choses, puis on ne le sait pas. Donc, je pense que d'abord, il y a cet élément-là. On en parle. Comme nous, on en parle en classe. Ça existe, vous l'utilisez, c'est sûr. Pour les professeurs à l'université, ça change beaucoup quand même la façon d'évaluer, en fait. Parce que si tu fais faire un travail, un essai ou des choses comme ça, c'est sûr que moi, dans mon cas, c'est des maths. Et encore, ils pourraient trouver les démonstrations parfaites sur ChatGPT. Mais nous, on le fait en classe avec un papier et un crayon, donc il n'y a pas de doute. Puis ça peut changer ça déjà dans un premier temps. Mais c'est surtout, je pense, de se responsabiliser et d'être informé. Parce que parfois, des gens ne pensent pas, ne savent pas, le font pas. De plus en plus aussi, les LLM et tous ces outils sont faits localement. Tu sais, tu l'utilises localement. Donc déjà, là aussi, tu sais, quand on parle d'IA de confiance, ben là, tu dis, ben là, c'est dans un environnement local, encadré. Ben là, tu sais, tu peux utiliser d'autres façons de faire. Mais c'est vraiment important de responsabiliser les personnes dans ce contexte-là, mais de les informer. Parce que c'est souvent un manque de connaissances. Puis, on parle de fracture numérique à travers tout ça. Comme tu disais, là, les gens qui sont dans le milieu de la sphère de l'éducation, milieu professionnel, vont peut-être être plus exposés à cette sensibilisation-là. Comment on fait pour les autres communautés? Déjà, est-ce qu'on en a identifié qui sont victimes déjà d'une fracture numérique, qui ont un retard de connaissances, qui ne savent pas, par exemple, qu'il faut aller sur, je ne sais pas moi, Discord pour Midjourney ou des applications similaires? Est-ce que le Cyrano a identifié peut-être déjà dans des études, des groupes auxquels s'attarder? Ben, c'est sûr que ce qu'on va regarder, comme on le voit, chaque année, on fait un baromètre de l'innovation et de l'éducation sur la perception des risques au Québec, en fait. Ouais. Et quand on regarde où ils s'informent, auprès de qui? En premier, c'est toujours famille et amis. Donc déjà, il y a cet élément-là. Puis ceux qu'ils utilisent, ils vont aller sur les réseaux sociaux, on va regarder ça. Et quand on regarde le profil, donc ce qui pourrait être un profil qui va utiliser aussi ces réseaux-là, c'est des gens qui sont moins éduqués, qui ont des niveaux de revenus plus bas. Donc l'idée, ça va être de démocratiser l'utilisation et de former, en fait, de façon globale, en fait, à cette utilisation-là. Parce que sinon, on va avoir les mêmes biais qu'on a sur les réseaux sociaux. Oui. En fait, c'est la même chose parce que, évidemment, quand tu vas sur les réseaux sociaux, souvent, tu vas avoir parlé à tes amis, tu vas dans des groupes d'amis qui pensent plus ou moins comme toi, tu poses une question. Est-ce que les vaccins peuvent créer l'autisme? Tu viens de poser la question, puis là, c'est parti. Ben, c'est la même chose. Si tu poses la question, tout à l'heure, on parlait, est-ce que l'Australie existe? Ben, l'Australie, selon comment tu poses la question, il y en a qui disent n'existe pas. Ouais. Parce qu'il y a eu sur Reddit, tu sais, à un moment donné, une discussion sur l'Australie qui n'existait pas. Mais les gens disent, ben non, l'Australie existe. Donc là, tu les mets face à des réalités, c'est une erreur. Mais c'est rare, en fait. Souvent, ça va auto-valider ce que tu dis. Donc moi, je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment démocratiser et l'utilisation de ces outils-là, mais en les formant un petit peu d'une certaine façon. Et c'est pour ça que parfois, c'est pas facile, parce que c'est ce type de personnes, ben, tu sais, ils utilisent les réseaux sociaux, pas dans leur travail peut-être, juste pour une base d'information. Ouais. Et ça veut dire qu'il va falloir trouver des moyens d'avoir de l'IA de confiance, c'est-à-dire de trouver des moyens de valider l'information qui est là, de les aider, en fait. Parce que même si on les sensibilise, ils seront, tu sais, comment ils savent qu'il y en a un qui vient chinois, l'autre qui... Ils ne le savent pas, en fait. C'est les gens qui utilisent ça, qui se posent nos questions, le savent, mais c'est trop complexe. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir les accompagner dans ce contexte-là. Et l'espace des réseaux sociaux que tu mentionnes aussi est un terrain fertile à la désinformation, d'autant plus que, au Canada, on le sait, depuis la loi C-18, là, ça va faire près de 2 ans que des médias comme le nôtre sont bloqués sur des Facebook, en tout cas les plateformes de Meta. Donc, la nouvelle vérifiée n'est plus une priorité sur ces plateformes-là. Puis, on dit même, on va laisser tomber les politiques internes de censure ou de modération, ces choses-là. Fait que, c'est inquiétant. Open bar sur la désinformation. Au Canada, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, honnêtement, la loi C-18
à date, on n'a pas vu encore les retombées positives de ça. On attend encore de voir les redevances qui étaient censées être perçues. C'est tout le temps remis à plus tard par l'organe qui a été désigné par le CRTC, en tout cas la machine derrière tout ça. Donc, il y a des petits médias en train de fermer, des médias qui ont fait la transition numérique pour être dans cet espace-là, qui était sur le papier, puis là, ça aussi, ça a pris le bord. Donc, transition numérique, on se fait couper l'herbe sous le pied. On est bloqué sur ces plateformes-là. Les gens continuent de les utiliser au Canada. Les gouvernements recommencent à investir dans de la pub sur ces réseaux. C'est quand même... Est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça? Qui pourrait jouer un rôle? C'est sûr que les médias ont un rôle à jouer dans la lutte contre la désinformation, mais en même temps, si on ne valorise pas les médias, puis là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais s'il n'y a personne qui veut payer pour consommer la nouvelle, il faut à un moment donné trouver un modèle. Ça, j'y suis avec un ami récemment qui me disait... Moi, si tu me dis que tu consommes de la nouvelle gratuite, déjà, je te mets dans une case. Mais il a fait d'une certaine façon, parce que si tu n'es pas prêt à payer pour avoir une nouvelle qui devrait normalement être validée, de qualité, ça veut dire que tu n'as pas encore fait ton ta compréhension entre... est-ce que c'est une nouvelle gratuite? Elle peut être gratuite et de qualité. Je ne dis pas que ce n'est pas ça le point. Mais du coup, ça veut dire que tu consommes de l'information gratuite, mais qui vient de n'importe quelle source, parce que c'est comme ça que tu consommes de l'information. Donc, je pense qu'il va falloir trouver un moyen, moi je le dis souvent, de resensibiliser la population à ce genre de choses-là, c'est-à-dire de dire, tu sais, les médias, justement, puis il faut s'assurer que c'est le cas, ce soit le cas, évidemment, sur les médias qu'on puisse consommer gratuitement ou en payant, mais il faut que l'information, que ce soit connu, ce genre de choses-là. Et moi, je dis aussi beaucoup, tu sais, tout à l'heure, je parlais des experts. Tu sais, un expert, des fois, moi, je vois des experts, overnight experts, je dis ça comme ça, tu sais, puis je me dis, qui est cette personne-là qui est en train d'être interviewée, tu sais, sur un sujet quand même très, très important et qui a l'air de parler avec certitude sur certaines choses, puis que tu dis, il a juste voulu peut-être parler, s'y connaît peut-être un tout petit peu, mais ça aussi, c'est dangereux, en fait. Il y a aussi cet aspect-là qui est dangereux, c'est de savoir qui donne l'information, qui est la mesure, tu sais, de ceux qu'on pense les experts ou les scientifiques, mais plus que ça, parce qu'il y a des gens qui sont pas scientifiques, mais qui sont qualifiés d'experts dans leur domaine. Mais il faut être sûr, c'est quoi un expert aussi? C'est la même chose, c'est-à-dire la source d'information, parce que nous, on disait pendant la pandémie, notamment à nos experts, allez communiquer publiquement, allez dans les médias, parler au public, faites-le. Et donc, parce qu'on voulait, mais on veut on veut que ce soit des vrais experts. Donc, il y a plein de choses comme ça, tu sais, tu as la désinformation, puis tu as celui qui porte l'information. Le média, est-ce qu'il est de qualité, vérifié ou pas? L'expert, c'est un expert. Donc, il y a plein de choses comme ça où aujourd'hui, à tous les niveaux, pour y avoir de la fausse information, enfin, tu sais, de la mésinformation qui circule d'une certaine façon. C'est intéressant parce que tu parles de la pandémie, puis c'est vraiment la période où la confiance à l'égard des médias, de la science, des institutions, des autorités a vraiment chuté. Puis là, on parle beaucoup des médias comme d'une masse homogène. Les gens qui sont un peu réfractaires à accorder la légitimité à ce cinquième pouvoir démocratique vont dire, ben oui, mais c'est parce que là, vous êtes la voix des gouvernements ou de je sais pas qui, puis là, vous n'êtes pas indépendant. Encore une fois, ça revient à trouver un modèle de financement pour qu'on soit indépendant. Mais il y a peut-être ce côté-là où on traite tous les médias comme une masse. Est-ce que diversifier les sources, ça peut aider à lutter contre la désinformation? Ça pourrait être approfondi. Il y a des chercheurs chez moi qui disaient, ou des journalistes, on n'est pas sur les médias sociaux, mais il faut l'être, on n'a pas le choix. Si les gens vont sur certains médias, il n'y a pas le choix d'y être. Le problème aujourd'hui encore, c'est que les gens ne font pas la différence entre une information de qualité ou un média de qualité. Ils suivent, moi je le vois des fois, je regarde qui les gens suivent juste pour voir, puis tu vois que c'est comme un melting pot. Il y a des gens de qualité, puis ou des réseaux, des médias de qualité, puis plein d'autres sources qui ne sont pas vérifiées ou pas valides. Ou même des fois, c'est vérifié, mais ce n'est pas de la qualité quand même, en tout cas. Donc, et ce n'est pas évident, en fait. Donc, je pense qu'on a un besoin, en fait, d'éduquer, encore une fois, à ce niveau-là. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le Sud, en fait, et tout ça, nous aide à dire, c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Les gens re-questionnent beaucoup, en fait, l'information qui arrive de partout, parce que on est de nouveau submergé en ce moment d'informations, puis d'informations qui est anxiogène en plus, tu vois. Donc, les gens reposent beaucoup de questions aujourd'hui et des gens disent « Avez-vous des données ?» Et puis, ça fait longtemps qu'on ne revenait pas un petit peu avec les données. Vous pouvez prouver que l'impact va être celui-là, est-ce qu'il dit la vérité? Parce qu'on a quelqu'un actuellement qui sort de l'information à la journée longue et tu ne sais jamais si c'est vrai ou pas, en fait, d'une certaine façon. Donc, j'ai l'impression que ça nous aide à dire « Attention, non, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas la vraie. » Ça suffit plus d'être le président des États-Unis pour être crédible. Clairement, en tout cas, je vais me permettre un peu d'éditorial encore une fois quand je fais ça, mais la
Maison-Blanche, en ce moment, est en train de complètement dénaturer le concept de journaliste, parce qu'ils font venir que des gens qu'ils ont approuvés, qui font leur affaire, et les gens pensent encore que c'est des journalistes. J'entends même ici dans les médias, ils disent des journalistes. On dit, ouais, mais tu sais, quand tu es rendu que tu fais de la com pour une autorité, on ne veut pas tomber dans la politique, mais c'est quand même ça qui se passe en ce moment. Non, mais je pense que ça va être important, tu l'as dit, tu sais, comme moi, je parle de mes experts et mes scientifiques. Il faut qu'on puisse regagner, avoir confiance en notre source d'information, en fait, d'une certaine façon. Et aujourd'hui, c'est vraiment dilué. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de ramener ça. Tu sais, je veux dire, de ramener au niveau de la presse, enfin, au niveau du journalisme, mais au niveau des experts scientifiques, c'est de la même chose, des experts en général. C'est quoi un expert? Tu sais, il faut qu'on ramène ça. Donc, ça va être vraiment important de le ramener parce que sinon, ben, c'est ça, tout le monde est un expert et tout le monde a de l'information. Et puis, c'est la vraie chose, quoi. Ben, grâce à des gens comme toi qui accordent des entrevues comme ça pour sensibiliser, pour démystifier, j'espère qu'on va se rapprocher de l'objectif. On n'a pas fini de travailler là-dessus. En tout cas, le défi est de taille. Mais grand merci, Nathalie, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, en tout cas. Merci beaucoup.